if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super en ce début de semaine, voilà. Et qui dit mardi, dit débrief du week-end de Ligue 1. Évidemment, on se retrouve pour discuter un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il y a eu de l'animation, hein, comme chaque week-end de Ligue 1. Il y a des choses qui se passent, j'espère que votre week-end en tant que supporter ou en tant que simple observateur s'est bien passé. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai pu voir des très beaux matchs. Il y a eu des plus ou moins beaucoup de buts ce week-end. On n'est pas sur le meilleur week-end de Ligue 1 en termes de buts, mais bon, on s'est régalé. On a vu du beau jeu, donc on est content. Et on se retrouve en ce mardi pour débriefer un peu tout ça, tous ensemble. Donc très content de vous retrouver et voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes revenus d'attaque pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la course à l'Europe, hein, de ces équipes qui cherchent à accrocher une place européenne à la fin de la saison, que ce soit la Ligue des Champions, la compétition la plus relevée et la plus prestigieuse, l'Europa League ou la Conference League. En France, on a la chance d'avoir un championnat qui est dans les 5 meilleurs, et donc on peut avoir jusqu'à 7 équipes en fonction du gagnant de la Coupe de France. Je crois on peut avoir 7 équipes qui sont européens, minimum 6. Donc, ou alors, ouais, je sais pas, je crois que c'est 7, mais à vérifier, je crois que c'est 7. Cette année, on a qui? On a Nice, Strasbourg, le LOSC, le Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco et Lyon. Donc on en a 7, ouais, c'est ça, c'est 7 maximum. Donc on a la chance d'avoir ça. Il y a du coup 7 équipes qui vont finir européen à la fin de la saison, je vais y arriver. Et donc il y a une course qui est bien partie, et en plus cette année le championnat il est hyper serré. Dites-vous, entre la première et la 7e place, il n'y a que 5 points. Donc ça c'est assez rare. Donc entre Paris et Strasbourg qui la semaine dernière jouait le titre, maintenant il se retrouve 7e, c'est hyper serré. Chaque week-end le haut du classement change et il y a des forts mouvements. Donc c'est hyper plaisant à suivre, et je pense que ça va être serré jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a énormément de qualité. Je trouve que les équipes elles se sont vraiment renforcées, et on le voit, il y a des surprises tous les week-ends. Et on se régale en fait, on se régale dans cette course à l'Europe. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de quelques matchs qui se sont déroulés en particulier. On va commencer dans l'ordre, hein, comme j'aime bien faire, avec le premier match qui s'est déroulé vendredi soir, si je dis pas, non, c'était samedi, parce qu'on a joué en semaine, donc ils ont mis les matchs samedi. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait Nice. Ensuite, j'ai bien envie de parler de Lille-Angers, de Rennes-Strasbourg et de Monaco-Paris et de Marseille-Auxerre. Voilà, ces 5 matchs-là, si je dis pas de bêtises, ça fait 5. Ouais. Il n'y a pas toutes les équipes qui jouent l'Europe. Je mets de côté Lens et Lyon pour ce week-end, mais on en reparlera parce que les deux équipes, elles font maintenant, c'est plus ce qu'on appelle ça encore début de saison, je sais pas, mais elles font un championnat pour l'instant hyper compétitif. Donc c'est sûr, on en parlera. Ne vous inquiétez pas, amis lensois, amis lyonnais. Je reparlerai de vous très prochainement, si ça continue comme ça ou pas. Peu importe, il y a des choses à dire. Donc voilà, je propose, comme j'ai dit, qu'on y aille chronologiquement et qu'on parle du premier match qui s'est déroulé, et puis aussi aborder un petit peu plus globalement le début de saison. À chaque fois, vous connaissez la recette. Le Paris Saint-Germain qui recevait au Parc Nice, donc pour le coup d'envoi de la 11e journée de Ligue 1. Alors, pour vraiment focus sur ce match-là, parce qu'en vrai, Paris, en vrai, on peut parler un petit peu du début de saison de Paris, c'est pas inintéressant. Il n'est pas aussi dominateur qu'à l'accoutumée. À l'heure actuelle, ils sont quand même premiers avec 2 points d'avance sur Marseille. J'ai fait une vidéo il y a de ça 2-3 semaines sur le fait que pour moi, le championnat, il était un peu pipé, et que Paris avait toutes les chances de gagner le championnat encore une fois cette année,
parce que la course au titre n'est pas effective. Et chaque année en Ligue 1, c'est pareil, on se retrouve avec les mêmes espoirs, entre guillemets. Pas qu'on soit toute la France contre Paris, mais il y a un peu de ça au final. Mais au final, c'est toujours eux qui finissent par gagner dans 90% des cas. Donc, mais là, en ce début de saison, bon, comme à chaque fois, il y a des petits doutes sur Paris, et ça, on l'avait dit, c'est notamment à cause des blessures. J'en avais parlé un petit peu sur Twitter, mais c'est vrai que la saison légendaire, ils font une saison all-time la saison dernière, avec je sais plus combien de trophées, mais en tout cas, ils vont jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs, ils gagnent la Ligue des Champions, ils gagnent la Coupe de France, ils gagnent le championnat, ils gagnent le super, comment ça s'appelle? Super Coupe d'Europe, en battant le gagnant de la Ligue Europa. Ils gagnent contre l'Atalanta. Non, je sais plus. Bref, ils ont gagné tellement de trophées, et leurs joueurs ont joué tellement de matchs, saison record en termes de matchs joués, qu'on se disait peut-être que la saison d'après, ça va faire mal, et ça a pas manqué énormément de blessures dans ce début de championnat. Et je pense que Luis Enrique, depuis le début, depuis 11 journées, je crois qu'il n'a jamais pu compter sur son 11 qu'il a aligné en finale de Ligue des Champions en juin dernier, je pense. Donc c'est dire à quel point ils sont touchés par ça. Marquinhos, Pacho, João Neves, Fabian Ruiz, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, ils y sont quasiment tous passés en vrai. Donc ça a vraiment compliqué le début de saison du Paris Saint-Germain. Ça va quand même, hein. Ils sont premiers de la phase de poule de Ligue des Champions, premiers de Ligue 1. Et là, ils recevaient Nice pour vraiment asseoir leur domination. C'est vrai qu'ils étaient quand même sous la menace de Marseille depuis quelques journées. Marseille qui avait eu l'occasion de faire le break qu'il avait manqué face à Angers. Donc ils voulaient vraiment bien faire. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'ils recevaient Nice samedi soir du coup. Et avec des retours de blessures qui du coup font la différence. Ils ont pu aligner une défense avec Pacho, Nuno Mendes et Hakimi qui ont pas trop été touchés par la blessure. Retour de João Neves, je crois que c'était son retour à la compétition en vrai, si je dis pas de bêtises. Une attaque avec Kvaratskhelia et Barcola. Mais après, je crois que Dembélé est rentré. En vrai, je dis pas de bêtises. Ouais, Dembélé a bien joué, Fabian Ruiz aussi. Donc, retour quasiment à la normale pour Luis Enrique. Et face à une équipe de Nice qui, clairement, ils se sont pointés au parc avec un objectif clair. C'était de ne pas perdre. D'aller et j'ai pas dit de gagner, de pas perdre, c'est important, la dialectique est importante parce que clairement ils ont posé un bus, ils ont posé un autocar terrible devant les buts de Yehvan Diouf. Francaise en vrai, depuis le début de la saison, j'en avais déjà un peu parlé de Nice, mais notamment la semaine dernière quand j'avais parlé un petit peu du ventre mou, mais Nice, c'est pas la plus belle équipe de notre championnat en termes de jeu. Francaise est coupable pour moi de ça. C'est pas, je veux pas paraître méchant ou quoi, mais c'est pas un entraîneur que j'affectionne tout particulièrement dans sa mise en place tactique, ce qu'il propose, ses idées de jeu. Je trouve ça souvent limité par rapport au talent et aux qualités qu'il a sur ses joueurs. Je trouve qu'il pourrait faire beaucoup mieux en termes de jeu par rapport à ce qu'il fait avec ce qu'il a. Et là, une fois de plus, ça se confirme. Bon, après, est-ce qu'on peut tirer sur une équipe qui se pointe, qui se ramène au parc voilà, face au Paris Saint-Germain? C'est toujours compliqué, c'est des matchs particuliers. Comme je l'ai dit, Paris, c'est à part. Mais bon, là, si je vous donne la compo, vous allez un peu voir flou. Déjà, la défense à 5, il n'y a pas de galère, hein, il n'y a pas d'autre solution envisagée. C'est une défense à 5, c'est pas une défense à 3 défenseurs centraux avec des pistons. Parce que Ali Abdi et Melvin Barr, c'est pas les pistons les plus offensifs de notre championnat. Il aurait pu mettre, il avait déjà mis Thiago Gouveia sur le côté qui a un registre un peu plus offensif, capable de défendre, mais voilà, un petit peu plus virevoltant qu'Ali Abdi, qui lui est vraiment spécialisé défensivement. Donc une défense centrale, Pepra Opong, Joumaba, Antoine Mendy, Dante encore blessé, mais ça allait mieux, hein. On avait remarqué des progrès
sur la défense niçoise. Au milieu, Sanson, Tom Louchet, Boudaoui. Boudaoui capable de se projeter, Sanson aussi, mais ça reste limité. Et devant, Thiago Gouveia et Jansson. Jansson, c'est un ailier. Thiago Gouveia, c'est un ailier qui peut jouer la piston latéral. Il n'y a pas d'attaquant hein, dans cette histoire. C'est très compliqué. Donc, ils sont vraiment venus poser le bus. Et ça a failli marcher. Ça a tenu 95 minutes. Ils prennent le bouillon pendant 95 minutes, on va pas se mentir. Il y a des contres. Quand Boga il entre, il apporte. Il y a eu des possibilités. Hein. Évidemment, Paris, à la fin, ils mettaient tout ce qu'ils avaient pour gagner parce que c'était un match important, comme je l'ai dit. Et donc, il y avait de larges espaces pour des qualités comme Boga. Et c'est pour ça que c'est frustrant. Parce que tu as les qualités pour inquiéter le Paris Saint-Germain et tu te retrouves à mettre 0 attaquant sur le terrain. Pour Jansson, c'est un attaquant, mais vous m'avez compris. Et au final, le football a payé parce que oui, je ne suis pas ennemi niçois, mais quand même, quand on pose un bus comme ça, on mérite qu'une seule chose, c'est de perdre. Et Gonzalo Ramos, il est venu, il est rentré et il a crucifié Yehvan Diouf qui fait un sacré match encore. Hein. Je ne me suis pas trop trompé sur le top des gardiens que j'ai sorti la semaine dernière. Il vient crucifier à la dernière minute. Donc au final, le jeu a gagné, on va pas se mentir. C'était poussif ce qu'a proposé Nice. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on voit une équipe de Nice décevante. Mais voilà, défaite de Nice qui rechute un peu au classement. Paris qui assoit sa domination et qui vise plus que jamais le titre. Une autre équipe qui aimerait concurrencer le Paris Saint-Germain dans le haut du panier comme ça, c'est Marseille. Marseille qui affrontait Auxerre. Non, on va faire dans l'ordre. Monaco qui recevait le Paris FC. On va faire dans l'ordre, on va être cadré. Donc, réception du Paris FC à Louis II. On avait parlé des difficultés de Monaco de jouer à deux attaquants sous Adi Hutter. Avec l'arrivée de Sébastien Pocognoli, il y a eu du changement tactique. Dispositif un peu plus à un seul attaquant avec des joueurs dans le demi-espace avec Akliouche notamment qui a retrouvé une place de titulaire indiscutable. Et en même temps, en voyant les qualités du garçon, moi je ne comprenais pas pourquoi il était sur le banc. Il y avait peut-être un manque de confiance aussi. Retour aussi d'Alexander Golovin, donc de numéro 10. Pour accompagner Mika Biret, alors on avait eu aussi du Balogun. On a aussi du Fati qui rentre souvent. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression que Pocognoli n'a pas encore trouvé son numéro 9 titulaire indiscutable. Ça tourne pas mal entre Biret, Balogun et Fati à la pointe de l'attaque. Il y a du Ilianikina aussi qui rentre de temps en temps, mais peut-être pas c'est encore un peu juste pour une place de titulaire. Mais voilà, Pocognoli il est encore en tâtonnement, mais il a son dispositif avec deux joueurs techniques aux côtés d'un numéro 9. Et c'est comme ça que Monaco a débuté le match. De son côté, Stéphane Gilly, il est resté sur les mêmes bases qui fonctionnent plutôt bien, on va pas se mentir. Il y a eu des déceptions pour le Paris FC, mais dans le jeu, ça n'a jamais trop déçu. Ilan Kebal, Moses Simon sur les côtés, Maxi Lopez en numéro 10. Il y avait du Adama Kamara avec du Pierre Lesmelou au milieu. Juste une petite absente de Thibaut De Smet sur le côté gauche remplacé par Olila. Mais sinon, c'est du classique. Par contre, Kevin Trapp au cash, ça change un peu. Donc voilà pour les compositions, un petit peu pour le contexte du match. Et en vrai, Monaco à domicile, ils vont bien commencer. Akliouche et Golovin, ils vont vraiment être remuants. Ils vont être trouvés assez facilement par leur milieu de terrain et leur défense. On sent que le Paris FC, ils n'arrivent pas trop à gérer leur cas et qu'ils font très très mal. Mais sauf que ça aboutit pas en but parce qu'on a devant un attaquant, Mika Biret, qui est totalement en manque de confiance. Et ça, pour un numéro 9, bah, ça ne trompe pas. Hein. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué Mika Biret. Mais est-ce qu'il a un but cette saison? J'en suis pas sûr.
Je vais juste checker pour pas dire de bêtises. Ah si, il a quand même un but. Bon, un but en 10 matchs quand même. On peut s'attendre à mieux par rapport à un joueur qui la saison dernière enchaînait les triplés. Alors ça c'est rare. Des fois on enchaîne les buts. Lui il a enchaîné les triplés la saison dernière. Là il cale totalement. Donc, première mi-temps dominée, dominatrice de la part de Monaco, par IFC. euh, Plus dans. Alors, ils n'arrivent pas à se trouver. Et techniquement, on connaît les qualités de Maxi Lopez, Dylan Kebal et de Pierre Lesmelou notamment. Mais là, ça clique pas bien. Monaco, à la perte, ils sont vraiment pressants. Et donc, le Paris FC n'arrive pas du tout à développer son jeu. Donc, on sent un Monaco souverain en première mi-temps et un Paris FC qui est obligé d'être solide et de défendre. Et c'est ce qu'ils arrivent plutôt bien à faire. Et j'ai trouvé ça pertinent quand Maxi Lopez, à la mi-temps, il était satisfait parce qu'il disait que pour une fois, il voyait vraiment une équipe solide, capable de défendre en bloc. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec lui. En même temps, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui ressent les choses. Mais dans le sens où, pour la première fois, on a vraiment vu une équipe de Paris FC, du Paris FC solidaire, capable d'évoluer dans un autre registre que celui d'être dominateur technique, combiné dans les petits espaces, mais au final, quand l'adversaire pousse, il n'y a plus personne. Là, c'était pas le cas. Et ça va finir par leur donner raison, parce qu'en deuxième mi-temps, ils impactent plus, ils sont plus dangereux. Monaco lève un petit peu le pied, et d'entrée de deuxième mi-temps, je crois que Moses Simon, il marque à la 53e, ouais c'est ça. But à la 53e de Moses Simon sur un super travail de Maxi Lopez sur le côté. Donc Monaco douché à domicile. Et là on se dit, bon, bah, par rapport à la première mi-temps, ils ont les qualités pour revenir, pour proposer du beau jeu. On sait que Monaco, en termes de talent intrinsèque, je vous mets au défi de me trouver bah, plus de 2-3 équipes. Allez, si on met Paris et Marseille peut-être au-dessus, mais après, j'aimerais bien savoir qui, en termes de talent intrinsèque, est meilleur que Monaco. Donc on se dit, avec ce talent-là, ça devrait aller. Ils vont savoir renverser la situation. Et non, Monaco est jamais re-rentré dans son match. On a l'impression qu'ils sont jamais sortis des vestiaires de la deuxième mi-temps. Même le Paris FC va être plus proche de marquer le deuxième but que Monaco d'égaliser. Pocognoli, il va tenter des choses, il va tenter de changer la ligne d'attaque parce que c'est ronronnant, ça joue sur un faux rythme, il n'y a pas d'intensité. Donc il y a des entrées d'Ilenikina, de Fati, de Minamino. Il a vraiment tout tenté. Même des Balogun, des Stanissi Dumbo, il envoie de la jeunesse pourquoi pas dynamiser. Il va même s'énerver. La deuxième mi-temps, elle est tendue pour Pocognoli. Il voit son équipe et il est impuissant, totalement en manque de rythme. Alors, est-ce que c'est l'enchaînement des matchs? Parce qu'on rappelle que Monaco joue avec des champions. Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs sous les 3 jours qui fait qu'ils n'arrivaient pas à emballer à domicile, hein, quand même? Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pas la première fois, pour regarder pas mal les matchs de Monaco, c'est pas la première fois que je les vois ronronnant comme ça sur un faux rythme, laissant leur adversaire mettre la main sur le match et un petit peu perdre le fil alors qu'ils étaient dominateurs. C'était le cas aussi contre Auxerre, à Auxerre, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Ce match qu'ils avaient finalement gagné, mais dans lequel ils avaient souffert et ils avaient laissé Auxerre reprendre la main sur le match alors qu'ils étaient dominateurs. Donc c'est un pattern qui se répète un petit peu dans les matchs de Monaco que j'ai pu voir. Et je trouve ça vraiment inquiétant parce que en termes de qualité, c'est pas manquer de respect. Paris FC, ils ont beaucoup de qualité, mais normalement, tu joues le promu à domicile comme ça, tu dois être souverain, tu dois t'imposer. Si c'est pas largement, c'est ouais, en maîtrise en fait. Et j'ai pas du tout ressenti ça. Le Paris FC, ils sont vraiment venus jouer leur carte à fond et bien jouer à eux et repartent avec les 3 points et c'est mérité. Le problème, c'est que le changement d'entraîneur entre Adi Hütter et Pocognoli, il y a des changements de philosophie de jeu, mais en termes d'intensité et de rythme, moi, j'en vois pas.
Donc je ne sais pas ce qui cloche à Monaco, mais va falloir se reprendre assez vite s'ils veulent jouer le podium, hein, parce que je pense que c'est l'objectif. Il reste à 2 points de Lens qui est troisième, mais sous la menace de Strasbourg qui est septième à 1 point. Il y a aussi potentiellement, si ça commence à cliquer pour Rennes, on va voir hein, ce qui se passe avec Rennes. Euh, J'en reparlerai juste après dans leur victoire face à Strasbourg. Mais voilà, il y a de la concurrence qui peut arriver derrière. Il y a du Lyon, Strasbourg, Nice. Bon, j'ai un peu plus de réticence, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, attention à Monaco, il faut se reprendre et faut faire bien mieux, je pense. Parce que là, j'étais pas du tout convaincu. Et c'est pas la première fois que je suis pas convaincu de leur match en entier. Ils font toujours des bonnes périodes, mais jamais sur tout le long du match. Donc voilà. Ceux par contre qui s'en sont bien sortis ce week-end, c'est Marseille. Marseille qui jouait Auxerre à la Baie des Champs. Ça, c'était juste après le match de Monaco. Marseille qui du coup avait l'occasion de rester au contact de Paris. Ils ne pouvaient plus leur repasser devant parce que Paris a gagné, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ils arrivent avec une composition plus ou moins classique parce qu'il y a l'association Aubameyang-Robinho-Vaz qui avait Vaz, le jeune Robinho Vaz, on va dire, qui avait plutôt bien pris du côté de Angers avec vraiment l'éclosion cette saison de ce jeune attaquant pétri de qualité. Et De Zerbi, du coup, il a décidé de les titulariser cette fois-ci avec Angel Gomez en soutien, toujours dans une défense à 3 avec des pistons. Voilà, pour aussi faire tourner et reposer certains cadres, hein, parce qu'il y a pas mal de profondeur de banc côté Marseille, avec du Greenwood, du Peshao, du Naïef Aguerd qui était mis au repos avec l'enchaînement des matchs. Et côté Auxerre, une équipe elle aussi assez classique, avec du Sinayoko en pointe, un 5-4-1, retour de Kevin Danois dans le 11, absent mercredi, avec associé à Owusu, des El Namasso Koulibaly qui font pas mal de dégâts en Ligue 1. En vrai, c'est pas mal ce qu'ils proposent. Toujours, moi, je vais continuer la propagande Sekoumara. Je sais que Sinayoko, c'est un cadre et que c'est un joueur hyper important. Et moi, j'adore Lassine Sinayoko. Il n'y a pas de méprise là-dessus. Je ne sais pas si on ne peut pas les associer à deux, en fait, mais Sekoumara, à chaque fois qu'il rentre, j'adore. Donc, mettez-le. Une équipe avec Sekoumara, Sinayoko, Kevin Danois. Moi, je clique. Bon, je clique déjà sur Auxerre, mais là, je cliquerai encore plus. Mais bon, là, c'est pas ce qui a été choisi par Christophe Pellissier, pardon. Et donc, 5-4-1 classique. Et dans le début de match, on va voir vraiment une équipe d'Auxerre portée par son public, qui va pas du tout avoir froid aux yeux, qui va regarder justement l'OM dans les yeux. Ils vont les jouer vraiment, ils vont jouer les coups à fond. Ils vont avoir pas mal d'occasions dans les 10-15 premières minutes. Et là, on se dit, bah attends, pourquoi pas parce que Auxerre, on rappelle qu'ils sont sur une série un peu compliquée en championnat, hein, on va pas se mentir. Là, ils sont 18e avec 7 points, donc après la défaite contre Marseille. Et ils n'ont pas gagné depuis... ça remonte à Toulouse le 21 septembre. Ils sont sur une série de 3 défaites, dont... Donc pas gagné depuis 6 matchs. Ils avaient pris 3-0 à Strasbourg mercredi. Donc ils voulaient se relancer et le début du match enfin pas leur donne raison, mais montre leurs intentions. Après, c'est vrai que Marseille, ils vont progressivement rentrer dans la partie et ils vont imposer leur rythme. C'est vrai que ça va faire mal aux Auxerrois qui vont progressivement reculer et au fur et à mesure concéder de plus en plus d'occasions. Le but d'Angel Gomez leur fait très mal à la 30e, on va pas se mentir.
il est un peu chanceux, hein. Le ballon lui revient, il finit un petit peu de manière non orthodoxe. Mais voilà, c'est un peu plombé Auxerre qui avait sa carte à jouer quand même parce que Marseille va finir par prendre un rouge à la 65e. Rouge sévère, si je dois donner mon avis, c'est Ulysse Garcia qui prend un rouge direct. Je crois que c'est pas un deuxième jaune, non, je crois que c'est un rouge direct. Ouais. Il arrive semelle en avant, mais il touche à peine le joueur auxerrois. Je me souviens plus qui est concerné, mais il se relèvera après. Il n'est pas blessé ni rien. C'est vrai que le geste, il est pas forcément maîtrisé, mais les dégâts sont pas marqués, je dirais. Donc rouge sévère. Au final, ça va pas porter préjudice à Marseille qui va rester solide à 10 contre 11. Ça aussi, ça peut porter un groupe et les motiver pour le reste de la saison, cette capacité à rester solide et solidaire en tout temps et en tout lieu. Euh, Auxerre va finir par aussi prendre un rouge, donc le match finira à 10 contre 10. Mais quand même, Marseille a su tenir pendant 20 grosses minutes à 10 contre 11 face à une équipe d'Auxerre qui est certes une équipe promue de bas de tableau, mais qui a des qualités et qui est capable de mettre en danger certaines équipes de Ligue 1. Donc, gros travail de Marseille qui se rassure et qui continue à essayer de tenir le rythme. Le rythme en fait imposé par le Paris Saint-Germain qui est assez démentiel. C'est vrai qu'il est resté sur deux contre-performances après la défaite contre Lens et le match nul justement contre Angers en semaine. Donc là, c'était une victoire qui était importante et ils sont vraiment allés la chercher. Donc chapeau à eux, ils reviennent deuxième à 2 points du Paris Saint-Germain et il y aura la réception de Brest la semaine prochaine. Et il y aura des occasions de jouer le podium à la fin de la saison. Je pense que ils nous ont montré depuis le début du championnat qu'ils avaient les capacités et surtout ce qui m'impressionne c'est la profondeur de banc qu'ils peuvent avoir avec de la qualité à tous les postes, des postes qui sont doublés, triplés. Donc ouais, assez impressionnant Marseille et victoire très importante contre Auxerre qui les relance assez bien. Et en parlant d'équipes qui avaient besoin d'être relancées, et ben croyez-le ou non, mais Rennes a giflé Strasbourg. Alors oui, ça moi j'aurais pas mis ma maison sur cette take-là. Rennes qui a infligé une lourde défaite aux Strasbourgeois. Ça, c'était dimanche dans l'après-midi. Défaite 4-1 de Strasbourg. Et 4-1, heureusement qu'ils arrivent à marquer parce qu'ils étaient en train de prendre 4-0 net et sans bavure. On connaît le contexte autour de Rennes avec un début de saison très compliqué. Un entraîneur, Habib Beye, si vous me dites qu'il est mis en difficulté, si son siège il est chaud, c'est le minimum. Je crois que lui-même, à un moment, il avait dit qu'il avait pensé être viré, mais en fait qu'il avait été maintenu. Enfin, il y avait tout un embroglio où on ne savait pas s'il était encore coach de Rennes ou pas, tellement il est contesté en interne. Et là, à chaque fois, chaque week-end, enfin chaque match de Ligue 1, parce que oui, ça s'est joué en semaine aussi, mais vous m'avez compris. À chaque match, on se dit c'est le dernier pour Habib Beye, dernier test, dernière chance de se rattraper. Et là, il y avait encore plus cette sensation du coup face à Strasbourg. Strasbourg qui est devenu un gros de notre championnat. Et donc, grosse pression pour le Rennes de Habib Beye qui du coup, s'il voulait conserver sa place, devait aller chercher un résultat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont su trouver les clés pour mettre en difficulté l'équipe de Strasbourg. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment tactiquement qu'ils ont réussi à prendre à revers les Strasbourgeois. J'ai vraiment senti le travail
du coaching staff de Rennes, alors qu'ils sont mis en difficulté en interne et que la confiance leur est peut-être un peu retirée. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu de l'analyse vidéo et ils ont su cibler les forces de Strasbourg pour les contrer. Je dis ça parce que déjà, il y a eu le choix d'Habib Beye d'un milieu renforcé, avec 3 milieux de terrain à vocation plutôt défensive, avec Mady Camara, Valentin Rongier et Djaoui Cissé. 3 joueurs qui peuvent se projeter, encore une fois. Hein, c'est pas des Casemiro, que des numéros 6, des Sergio Busquets. Même si Sergio Busquets, il savait faire des passes pour casser des lignes et voilà. Mais vous m'avez compris, voilà, plus à vocation défensive. Et il y avait vraiment cette volonté de verrouiller le milieu de terrain strasbourgeois parce que c'est là où ils rayonnent en fait. Les Valentine Barco, les Enciso, les El Mourabet, c'est un peu plus défensif. Mais voilà, déjà, ces 3 joueurs-là, avec Amo Ameyo qui peut aussi un petit peu rentrer dans l'axe. Il y a aussi du Nanasi qui rentre, du Paez. Donc il y avait vraiment cette volonté de cadenasser le milieu de terrain strasbourgeois. Et ça a vraiment payé. Juste pour revenir sur la compo strasbourgeoise, moi j'avais des gros doutes en allumant le match sur la défense à 3 Doué, Augsberg, Chilwell. Pourquoi? Parce que, à part Augsberg, les 2 autres, c'est des latéraux pour moi. Chilwell, latéral gauche, de formation de métier. Guéla Doué, latéral droit, piston, capable de se projeter. Un des meilleurs latéraux. Je crois qu'il joue plus à gauche, en plus, Guéla Doué, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il peut jouer des 2 côtés de toute façon. Moi, j'adore ce joueur. Les 2 frères Doué, c'est pas mal. Bonne fratrie. Mais du coup, là, j'avais des doutes sur Liam Rosenior et son choix de mettre ces 2-là en défense centrale aux côtés d'Augsberg. Et mes doutes se sont confirmés durant le match parce que honnêtement, ils prennent 4 buts. Et tu sens que sur certains, ils ont vraiment souffert dans le placement et même ouais, dans les duels et tout. Je les ai sentis un petit peu, pas à la rue, mais presque. Donc, duel gagné au milieu de terrain par la triplette rennaise. Duel gagné aussi pour les attaquants rennais. Très bon choix de la part de Habib Beye de titulariser le super sub Kader Meïté. Mais il était devenu trop fort pour juste être un super sub. Il fallait le titulariser et il a répondu présent avec un match XXL. Il est jeune, Kader Meïté, je crois qu'il a 18 ans, mais il a pesé sur la défense. Au-delà de son but, il fait une passe décisive. Bon, c'est là où aussi je vois les lacunes de Strasbourg en défense centrale. La passe, il arrive à caler le défenseur dans son dos jusque devant le but dans la surface. Il était littéralement devant le but. Et après, il arrive à pivoter pour servir Esteban Le Paul. Et personne ne marque Le Paul alors qu'il est le seul attaquant dans la surface. Bon, ça, encore une fois, petite lacune défensive. Mais voilà, vraiment victoire tactique d'Habib Beye sur Liam Rosenior. Il y avait cette volonté aussi de faire défendre les pistons offensifs strasbourgeois parce que Abdoul Ouattara et Diego Moreira, c'est pas des défenseurs, on va pas se mentir. Le choix de Moussa Altamari sur le côté gauche, très pertinent. Il a su se projeter et faire reculer Abdoul Ouattara ou Amo Ameyo qui a été obligé de défendre aussi. Donc ça aussi très pertinent, très bon choix de Habib Beye. Voilà, victoire totalement méritée, triplé d'Esteban Le Paul quand même à souligner. C'est pas tous les jours qu'on voit des triplés pour nos joueurs de Ligue 1. Il fait un match plein. Rien à lui reprocher. Efficace dans la surface, c'est un super attaquant, il nous le montre encore. Et son association avec Kader Meïté, j'ai l'impression qu'elle est encore plus forte que celle avec Mbolo qui était bon, qui arrivait à peser sur les défenses, mais qui avait un problème d'efficacité. Là, Kader Meïté, il vient vraiment subjuguer le talent de Le Paul. Et ça s'est vu face à Strasbourg qui a pris totalement l'eau. Score final 4-1, totalement mérité. Et Strasbourg qui est un petit peu mis à mal après un début de saison vraiment tonitruant. Là, il reste sur deux contre-performances, si je ne dis pas de bêtises, avec la défaite en semaine
Non. Non, ils ont gagné contre Auxerre. Pardon, c'était le match d'avant où ils perdent contre Lyon. Donc, ils avaient gagné contre Auxerre, donc ça allait. Mais là, voilà. Donc, deuxième défaite en 3 matchs quand même. Et puis, lourde défaite 4-1. Et puis, on sent aussi que si les équipes qui jouent Strasbourg regardent ce match à la vidéo et s'inspirent de ce qui a été fait par Habib Beye, bah, ça va mettre en difficulté les Strasbourgeois parce que Valentine Barco, qui est un super joueur, il a vraiment été cadenassé. Tactiquement, j'ai trouvé un petit peu dépassés, même si dans la maîtrise, ils étaient quand même là. Attention à ce que ce match-là ne soit pas un tournant dans la très bonne saison pour l'instant des Strasbourgeois. Enfin, j'aimerais terminer avec le match de Lille contre Angers. Peut-être que je ferai un peu plus court parce que moins de moins de d'enjeux entre guillemets dans ce match, même si Lille avait quand même besoin de prendre ces points-là. Ils sont quatrième là, à 20 points, donc ils ont réussi à recoller un petit peu au wagon de devant. Mais voilà, il y avait eu cette défaite à Nice en milieu de semaine qui avait vraiment mis un coup d'arrêt aux Lillois. En plus, dans un match où je les ai trouvés ronronnants, euh, pas forcément d'occasion franche ou de renverser cette équipe de Nice qui avait été très solide. Donc il y avait vraiment cette volonté de relancer une dynamique à domicile. Et c'est ce qui a été bien fait, c'est ce qui a été bien fait contre Angers. Alors c'est pas la meilleure équipe du LOSC qu'on ait vue depuis le début de saison, on va pas se mentir, hein. Ils ont joué sur un rythme qui n'était pas effréné. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont été en maîtrise. Je les ai jamais sentis vraiment mis en difficulté par ce qui a été proposé par Angers. Pour revenir un petit peu sur les choix des entraîneurs, euh, pour Angers, choix de Sidiki Cherif à la pointe de l'attaque à la place de Prosper Peter. Je vous avais dit tout mon amour pour Prosper Peter. Je commence à tomber amoureux de Sidiki Cherif aussi. Donc l'attaque angevine, moi ça me plaît bien. Ça reste des jeunes joueurs, donc encore à développer. Pareil pour Sbaï, j'adore. Plein de qualités. Moi je sens que ça va être, il va vraiment se développer et ça va être très intéressant. Choix de titulariser Iman Abdelli un petit peu plus bas sur le terrain, numéro 6. Ça aussi, j'ai bien aimé pour ressortir les ballons. Vraiment un top joueur. Donc voilà un petit peu les choix côté Angers. Côté LOSC, retour d'Olivier Giroud à la pointe de l'attaque après des titularisations d'Hamza Yaman qui avait vraiment fait des bons matchs. Sinon, c'est du classique, hein. Retour de Berké Ozer aussi à la place de Baudard. Il était malade en milieu de semaine. Absence d'Engoy, Chancel Mbemba, Mandi. Vétéran en défense centrale. Et ça a vraiment fait la différence, je trouve, face à la jeunesse angevine fougueuse qui tentait de prendre à revers les Lillois. Cette charnière Mbemba-Mandi qui est très expérimentée, hein. Mbemba-Mandi, même en sélection nationale. Mandi, c'est le joueur le plus capé de la sélection algérienne. Mbemba, je ne sais pas, il a combien de sélections avec la République démocratique du Congo, mais il commence à en enfiler. Donc, ouais, très bonne performance de ces deux-là. Il s'impose par le plus petit des résultats, 1-0. D'ailleurs, but sublimement hablé par Ayoub Boadi, qui monte en puissance cette saison, le jeune Ayoub Boadi. Je le trouvais encore un peu frêle. Là, il fait encore des erreurs dans les relances. Là, il a failli coûter encore une fois un but à son équipe. Mais offensivement, je le sens de plus en plus en confiance. Là, il délivre une passe décisive pour Correa absolument sublime. Je vous conseille d'aller voir l'action. Il fait des petits râteaux comme ça dans la surface. Il se faufile. Très beau. Donc voilà, victoire du LOSC face à Angers pour se rassurer après la défaite de Nice. Et ça leur permet de recoller au wagon de tête. Et c'est ce qui fait que le championnat est si serré, comme je vous le disais en début de vidéo. Très peu d'écart entre le premier et le septième. 5 points, je le rappelle. Donc hâte de suivre ça, hâte de suivre la suite, hâte de savoir qui, à la fin de la saison, va pouvoir décrocher, que ce soit les places pour le podium
pour avec des champions, la Ligue Europa ou la Conference League. Mais ça se bat sévère. Et ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc hâte de suivre ça pour les prochaines rencontres. En tout cas, on se dit à la prochaine. On se retrouve sur YouTube, sur Twitter. On verra. Je vous souhaite... qu'est-ce que je vous souhaite? D'aller bien, de profiter de votre semaine. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!